10 milliards de dollars, un président en exercice et une accusation dirigée contre son propre État. Voici le paradoxe brutal au cœur de cette affaire. Le chef de l'exécutif affirme que la machine gouvernementale qu'il contrôle n'a pas su protéger ce qu'elle exige de chacun de ses citoyens. Pas un détail administratif, pas une erreur isolée, mais des données fiscales complètes, sensibles, extraites et diffusées pendant des années sans être stoppées. À Miami, une plainte fédérale vise l'administration fiscale et le Trésor pour avoir laissé un individu accéder à des informations que l'État collecte par obligation légale. Des données présentées comme inviolables. Des données qui, une fois sorties du système, deviennent impossibles à contenir. Ce n'est pas une histoire d'impôt, c'est une histoire de pouvoir et de contrôle. Quand l'État perd la maîtrise de ses propres archives, la défaillance n'est plus accidentelle, elle devient structurelle. Et voici pourquoi cela vous concerne. Si les informations fiscales d'un président peuvent circuler hors contrôle, alors la promesse de confidentialité faite à chaque citoyen est fragile. Mais voici ce que cette plainte révèle vraiment. Elle ne vise pas seulement une fuite, elle vise le système qui l'a rendu possible. Ce qui s'est passé commence comme une affaire juridique, mais se révèle vite comme un signal plus large. La plainte déposée à Miami ne raconte pas tout. Elle en dit juste assez. En surface, il s'agit d'une fuite de données fiscales. En réalité, elle s'inscrit dans une séquence beaucoup plus longue de conflits entre Donald Trump et les institutions qui gèrent l'information, la fiscalité et la légitimité administrative. Le cœur de l'événement est simple. Les déclarants accusent l'IRS et le département du Trésor d'avoir manqué à leur obligation de protection, permettant à un contractant d'exfiltrer des déclarations fiscales confidentielles. Mais remarquez ce qui est volontairement laissé en arrière-plan. Cette fuite ne concerne pas un document isolé ni une seule année. Elle porte sur l'ensemble des activités fiscales, personnelles et commerciales du président et de son organisation. Ce détail change la lecture. On ne parle plus d'un incident, on parle d'un accès prolongé, répété, non détecté et surtout d'un État qui n'a pas vu ou pas voulu voir ce qui se passait à l'intérieur de ses propres systèmes. La vraie question devient alors, si cela a pu durer aussi longtemps, combien d'autres failles existent encore? L'affirmation centrale de la plainte est lourde. Cette fuite n'aurait jamais dû être possible. Et pour la soutenir, les plaignants s'appuient sur un fait précis, désormais établi. Un contractant externe de l'administration fiscale a reconnu avoir accédé aux déclarations de Donald Trump, de ses entreprises et de milliers d'autres contribuables fortunés avant de les transmettre à des organisations de presse. Ce point est crucial. Il ne s'agit pas d'un piratage venu de l'extérieur. Il s'agit d'un accès interne, autorisé par le système lui-même. Le contractant disposait des clés. Il pouvait voir, copier et sortir les données sans déclencher d'alarme immédiate. Cela signifie que les garde-fous censés limiter l'accès aux informations les plus sensibles n'ont pas fonctionné. Encore plus révélateur, cet accès aurait concerné l'ensemble des entités commerciales liées au président. Pas un compte isolé, pas un extrait. Une vue large, transversale, détaillée. Ce niveau d'exposition suggère soit des privilèges excessifs, soit une absence de compartimentation réelle des données. Et maintenant, remarquez ce qui manque. À aucun moment, selon la plainte, l'administration n'aurait détecté la fuite en temps réel. Aucune interruption rapide, aucun signalement interne. Les informations ont circulé, ont été analysées, publiées, débattues publiquement avant que le système ne réagisse. C'est ici que l'histoire bascule, parce qu'un État qui ne voit pas ses propres fuites n'est plus en contrôle. Ce qui rend cette affaire plus grave, c'est ce qui s'est passé après. Rien ne s'est arrêté, la fuite n'a pas déclenché une alerte immédiate, ni un gel des accès, ni une suspension préventive. Au contraire, le système a continué à fonctionner comme si de rien n'était pendant que les données circulaient déjà hors de son périmètre. Ce genre de normalisation est rarement accidentel. Dans d'autres scandales administratifs, la séquence est souvent la même. Un accès interne mal contrôlé, une confiance excessive dans des procédures automatisées, puis une réaction tardive une fois que l'information est devenue publique. Ici, la plainte décrit exactement ce schéma. Un acteur interne agit. Le système ne voit rien et ce silence devient la condition même de l'escalade.
Il y a un précédent implicite que beaucoup reconnaissent sans le dire. Quand une institution s'habitue à déléguer des fonctions critiques, elle finit par déléguer aussi la responsabilité. La protection des données n'est plus un réflexe souverain, mais une ligne dans un contrat. Et c'est là que quelque chose bascule. Ce qui aurait dû être une exception devient une pratique tolérée. L'accès large devient normal. L'absence de surveillance devient routinière, jusqu'au moment où les conséquences deviennent impossibles à contenir. Et maintenant, regardez comment cette dérive se transforme en contradiction ouverte entre les paroles et les actes. La preuve la plus dérangeante arrive ici, parce qu'elle ne concerne plus seulement l'accès aux données, mais ce qui en a été fait ensuite. Les informations fiscales sorties du système n'ont pas dormi dans l'ombre. Elles ont été transmises à des rédactions nationales, publiées, analysées et transformées en récits publics à très fort impact. Les données montraient que Donald Trump n'avait payé aucun impôt fédéral sur le revenu pendant plusieurs années et seulement 750 $ sur certaines périodes clés. Ces chiffres, sortis de leur cadre administratif, sont devenus des armes narratives. Ils ont été utilisés pour suggérer des pratiques frauduleuses, pour remettre en cause la légitimité économique du président et pour attaquer directement la valeur de son empire commercial. C'est ici que la contradiction apparaît. Officiellement, l'État promet une confidentialité absolue. Dans les faits, des documents internes ont alimenté un cycle médiatique mondial sans que le système ne parvienne à en reprendre le contrôle. La parole publique s'est construite à partir d'informations que l'État n'avait jamais autorisé à sortir. Et voici la ligne qui change définitivement la perception de cette affaire. Une fois les données publiées, peu importe qu'elles soient exactes ou non, le dommage devient irréversible. La réputation, elle, ne peut pas être reclassifiée ni effacée. Ce n'est plus une fuite. C'est une perte de souveraineté informationnelle. À partir de là, tout s'accélère. D'abord, l'administration reconnaît que l'acte est inacceptable. Puis, un contractant est identifié, poursuivi et condamné. Ensuite, des contrats sont annulés, des audits internes sont annoncés et des promesses de renforcement de la sécurité sont rendues publiques. Chaque mouvement arrive vite, presque en rafale, comme si le système cherchait à colmater une brèche déjà visible de tous. Mais remarquez le rythme. Ces réponses arrivent après la diffusion, après le choc médiatique, après l'installation du récit public. Les correctifs suivent le scandale, ils ne le précèdent pas. Et pendant que les institutions tentent de reprendre la main, le dommage continue de produire ses effets. En parallèle, une autre dynamique se met en place. La fuite ne concerne pas un seul nom. Elle touche des milliers d'autres contribuables fortunés. Ce détail élargit brutalement le périmètre. Ce qui semblait être une attaque ciblée devient la preuve d'un effondrement de contrôle beaucoup plus vaste. La pression monte, la confiance chute et la question devient impossible à éviter. Que se passe-t-il si ce type de défaillance n'est pas une exception, mais un modèle appelé à se répéter? Maintenant, changeons d'angle. Oubliez un instant les institutions, les procès et les communiqués. Regardez les faits concrets. Quand des données fiscales sortent du système, ce ne sont pas seulement des chiffres qui circulent. Ce sont des identités, des structures financières, des années de décisions personnelles qui deviennent publiques sans consentement. Imaginez ce que cela signifie à une échelle ordinaire. Si vos informations fiscales sont exposées, ce ne sont pas seulement vos revenus qui sont connus, ce sont vos dettes, vos investissements, vos erreurs passées, des éléments qui peuvent affecter un prêt bancaire, un partenariat professionnel ou même une relation personnelle. La frontière entre vie privée et espace public disparaît instantanément. Et c'est là que l'affaire dépasse toute idéologie. Peu importe qui est visé, le mécanisme est le même. Une fois la fuite validée par l'absence de contrôle, chacun devient vulnérable au prochain cycle de divulgation. Si cela vous semble familier, si vous avez déjà vu une information privée sortir de son contexte et vous échapper, dites-le dans les commentaires. Parce que la vraie question n'est plus qui a été ciblé. La vraie question est combien de temps un système peut fonctionner quand ceux qu'il est censé protéger commencent à douter de lui. Ce qui permet à ce type de situation d'exister n'est pas seulement une faille technique, c'est un mécanisme plus discret, plus profond. Un système où l'information devient une monnaie interne, où l'accès vaut plus que la responsabilité et où la visibilité médiatique crée des incitations perverses. Dans une administration moderne, les données circulent vite.
trop vite parfois. Plus il y a d'intermédiaires, plus la dilution de responsabilité est forte. Chacun a un accès partiel. Personne ne se sent pleinement comptable de l'ensemble. Et quand une fuite survient, elle est toujours présentée comme une anomalie individuelle, jamais comme le produit logique du système. Mais voici l'insight inconfortable. Un État qui dépend de contractants externes pour gérer ses informations les plus sensibles accepte implicitement une perte de contrôle. L'efficacité augmente, la souveraineté diminue. Et dans cet espace réduit entre les deux, les motivations personnelles peuvent s'engouffrer. Ce n'est pas de la corruption classique. C'est un mélange de spectacle, de pouvoir symbolique et de faiblesse institutionnelle. Une fois que l'information sort, le système réagit. Mais il réagit trop tard parce que tout est conçu pour fonctionner jusqu'au moment où quelqu'un décide de ne plus jouer selon les règles. Et quand cela arrive, la machine n'a plus que deux choix, se refermer ou être exploitée à nouveau. À partir d'ici, deux trajectoires commencent à se dessiner et aucune n'est stable. La première est institutionnelle. Les agences renforcent les contrôles, réduisent les accès, centralisent davantage la surveillance. Officiellement, la sécurité augmente. Mais en interne, la machine devient plus lente, plus opaque, plus méfiante. La protection progresse au prix d'une rigidité accrue. La seconde trajectoire est politique et juridique. La plainte avance, impose des réponses publiques, force les institutions à se défendre devant les tribunaux. Chaque étape entretient la visibilité du conflit. Chaque document déposé prolonge la pression. Même sans verdict, le mouvement est déjà lancé. La responsabilité de l'État devient un sujet de contentieux massif. Et maintenant, observez l'incertitude. Aucun jugement n'est encore rendu. Aucun accord n'est signé. Pourtant, les lignes ont déjà bougé. Les administrations savent que le précédent pourrait coûter cher. Les citoyens observent. Les acteurs internes recalibrent leur comportement. La question n'est donc plus de savoir si ce système va changer. Il change déjà. La vraie inconnue est la direction finale. Durcissement silencieux ou nouvelle explosion publique. Dans les deux cas, la prochaine décision n'attend plus très longtemps. Il reste une idée simple mais dérangeante à retenir de toute cette histoire. Ce n'est pas une affaire de personne. Ce n'est même pas une affaire de politique. C'est une affaire de système qui accumule du pouvoir informationnel plus vite qu'ils n'apprennent à le contrôler. Un État moderne repose sur une promesse implicite. Donne-nous tes données et nous les protégerons mieux que quiconque. Le moment où cette promesse se fissure, tout le reste devient négociable. La confiance, l'autorité, la légitimité. Ce procès à 10 milliards de dollars n'est donc pas seulement une demande de réparation, c'est un signal. Quand l'information fuit, le coût n'est jamais seulement juridique, il est structurel et il est durable. La vraie question n'est pas de savoir comment cette affaire se termine. La vraie question est de savoir quelle sera la prochaine donnée à sortir du système et qui en paiera le prix. Si vous voulez comprendre comment ces mécanismes évoluent, comment le pouvoir circule quand l'information échappe au contrôle, abonnez-vous. La suite de cette histoire est déjà en train de s'écrire.